Bonjour à toutes et à tous, je suis Sami Torki, 23 ans, je suis reporter citoyen pour Kaina TV et aujourd'hui nous allons parler d'Harmonie Invisible, un documentaire fait en 2021 par les frères Marie, Vincent et Laurent. Alors l'un est apnéiste, l'autre est cinéaste. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Marie. Vincent Marie, bonjour. Bonjour Samy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler aujourd'hui de votre documentaire que vous avez réalisé au sein du peuple Inuit. Vous allez nous en parler. Pour faire une petite intro sur ce film, vous avez été bercé depuis l'enfance sur les légendes arctiques et notamment sur la légende du narval. Vous allez nous en parler un petit peu. Et du coup, vous décidez donc de faire ce documentaire en 2021 sur le peuple Inuit. Je vais vous poser quelques questions. La première, si vous deviez décrire votre documentaire en quelques mots, quel serait-il? En quelques mots, Oui. En quelques mots, je pourrais dire que c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre des Occidentaux et le peuple inuit. C'est l'histoire d'une rencontre entre l'imaginaire de mon enfance et la réalité du monde arctique aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'une rencontre aussi avec un environnement. Et c'est pour ça que le film s'appelle Les Harmonies Invisibles, parce que les harmonies invisibles, c'est tout ce lien que les Inuits entretiennent avec la nature qu'on a retrouvé en allant en Arctique là-bas. Et c'est aussi le lien qui m'unit avec mon frère, parce que c'est une co-réalisation. Et c'est aussi l'imbrication de notre imaginaire dans une forme de réalité. D'accord. Et hier, c'est très intéressant, je suis allé voir votre film au cinéma Utopia. J'ai entendu dire que j'ai entendu parler d'un reportage qui va être fait par les équipes de France 2 et qui va être diffusé au journal télévisé de Laurent Delahousse. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment on vous a contacté? Est-ce que vous pouvez nous parler du processus? Oui. Alors, effectivement, dans la promotion du film, on a été contacté par des journalistes de France Télévisions et ils ont été assez séduits par notre approche et notamment l'approche familiale parce qu'en fait, dans le film, donc, mon frère plonge, moi je le filme et on emmène notre père avec nous qui est en fait à l'origine un peu des choses parce que c'est lui qui nous racontait les histoires quand on était petit, donc il fait des photographies sur les lieux, le moment du tournage et aussi c'est la voix off qui raconte le conte dans le film. Donc cette histoire familiale, c'est ce qui avait séduit et un petit peu enchanté l'équipe de France 2 et c'est sous cet angle-là qu'ils ont voulu faire le reportage qui va passer dans quelques semaines. Très bien. Et comment avez-vous réalisé, comment vous avez préparé ce film de A à Z? Vous pouvez nous en parler? Un film, c'est toujours un travail de longue haleine. C'est déjà une réflexion en amont, une écriture. Donc là, c'est beaucoup de lecture aussi parce qu'on n'avait pas envie de dire n'importe quoi sur les Inuits. Donc j'ai beaucoup lu, notamment les travaux de Jean Mallory, qui est un géomorphologue, un savant explorateur qui connaît bien le peuple inuit. On a contacté aussi les Inuits, on a appris à les connaître, donc ça s'est fait lentement. Depuis 2015 en fait, on est en contact avec eux. Laurent est parti plusieurs fois en Arctique, donc il y a eu plusieurs expéditions. Et à partir de là, on a commencé à tisser un lien avec eux très fort. Et on a demandé à la communauté inuite de nous accueillir sur leur terre pour nous faire découvrir leur culture. Et en échange, on leur proposait de les initier à l'apnée, ce qui était un petit peu la passion de mon frère. Et du coup, s'étaient mis en place les conditions d'une rencontre. Et donc on a eu l'accord de la communauté inuite, on n'est pas passé par les Canadiens, directement par le peuple inuit. Et à partir du moment où on a eu l'accord, le film a pu se faire. Et justement, j'ai rappelé ça dans mon introduction, vous avez été bercé depuis l'enfance sur ces légendes inuites. Pourquoi cette légende-là, particulièrement sur les Inuits, vous a plus séduit qu'une autre légende, par exemple? Parce que la légende de l'orphelin aveugle ou la légende du narval, c'est une légende qui nous avait beaucoup séduit avec mon frère parce que, à plusieurs titres en fait. La première chose, c'est que le narval, c'est un peu la licorne de la mer, donc c'est un animal légendaire. Donc quand on est petit, on fantasme un petit peu ces animaux légendaires. Donc où il vit, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il existe vraiment? Et puis il y avait aussi une dimension intéressante dans le conte, c'est que le personnage principal du conte, Takik, il est aveugle. Et il va retrouver la vue en plongeant en apnée. Et l'apnée, c'est la passion de mon frère. Et mon frère, en plongeant en apnée, en allant en Arctique, plonger en apnée, il va aussi retrouver la vue sur une nouvelle façon d'être
en osmose, en symbiose, en harmonie en fait avec l'environnement. Et donc il y avait une sorte de correspondance qui s'était fait un peu naturellement entre ce conte et la réalité de notre expérience. Et donc c'est pour ça qu'on l'a choisi et qu'on est parti sur cette narration articulée autour du conte dans le film. Et justement, dans ce film, vous avez parlé de parler de ce personnage qui est aveugle, et on voit dans votre film qu'il est à la recherche de cet oiseau qui, selon la légende, redonnerait la vue. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez inventé ou c'est quelque chose qui existe vraiment dans cette légende inuite? C'est une croyance inuite en fait. Donc sur le flowedge, à l'endroit où, à la limite de la banquise, c'est le passage du nord-ouest et donc il y a tout le passage des oiseaux migrateurs. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui passent ici. Et dans les croyances inuites, le grand huard ou le plongeon arctique, il est connu pour avoir des vertus de clairvoyance, dans une dimension un peu chamanique. Donc c'est un oiseau qui a des pouvoirs magiques. Et ça, voilà, c'est comme nous, on a des croyances sur ou tel animal. Les Inuits, voilà, ils ont intégré la faune de leur environnement dans leur propre légende. Et à partir de là, on a vu des huards sur la banquise. On en a filmé d'ailleurs quelques-uns. On trouve que c'est assez magique de nous transporter aussi dans le monde arctique par la fiction et par l'imaginaire. Donc c'est une sorte de moteur qui va nous amener à confronter notre souvenir d'enfance avec l'expérience du terrain. Et est-ce que ce film, dont je rappelle qu'il s'appelle Les Harmonies Invisibles, est-ce que c'est votre premier film? Alors moi personnellement, ce n'est pas mon premier film, c'est mon 4e film. Et ce qui guide un petit peu le travail dans mes films, c'est une réflexion sur le dessin. Donc voilà, moi je fais le pari souvent que le dessin peut dire beaucoup plus de choses que les mots et que derrière chaque dessin se cache soit la personnalité de celui qui l'a créé, c'est comme une sorte d'autoportrait, un reflet, une sorte de miroir où on peut voir les meurtrissures, les blessures, mais aussi les joies, les peines, la façon d'être des gens. Et donc c'est pour ça aussi que dans Les Harmonies Invisibles, on fait le choix d'aller à la rencontre d'un dessinateur inuit très connu qui s'appelle Andrew Kapik, qui lui-même connaît très bien cette légende du narval. Et je lui demande de me dessiner un narval comme faisait peut-être le Petit Prince dans le roman de Saint-Exupéry où il demandait au pilote de lui dessiner un mouton. Et est-ce que ce film, vous l'avez montré aux Inuits, et si oui, quel a été leur ressenti en voyant ça? Alors le film il vient de sortir, Oui. Et donc une des projections qu'on a envie effectivement de mettre en place, c'est de réaliser une projection et une diffusion avec les Inuits. Donc là on leur a envoyé le DVD du film parce qu'en fait l'idéal pour nous serait été de partager ce moment avec eux en projection. Mais sauf qu'avec les conditions sanitaires qu'on connaît, actuellement c'est pas possible d'aller dans le Nunavut canadien et on n'a pas envie de prendre la responsabilité de diffuser le Covid là-bas. Donc on n'a pas pu le faire, hélas, malheureusement. On espère quand même qu'on pourra quand même entretenir un lien avec eux suite à la projection du film qu'ils verront en DVD en fait. Et on a vu dans ce film que on ne voit pas particulièrement vous, je dis vous, votre frère qui est plongeur, je rappelle, apnéiste, et le peuple inuit qui va souvent dans l'eau dans le film. On ne voit pas chasser les phoques ni les narvals. Est-ce que c'était un accord avec eux ou c'était un choix délibéré de votre part de ne pas filmer ça? Alors effectivement, dans le film, nous, on s'est positionné sur la rencontre et en donnant la parole aux Inuits pour exprimer leur vision du monde, leur propre culture. C'est jamais nous qui en parlons, c'est eux qui l'exprimaient. Et ce n'était pas intéressant pour nous parce que ça peut prêter à confusion dans nos mondes occidentaux qui n'arrivent pas forcément toujours à se décentrer ou à comprendre l'autre, de les montrer en train de chasser parce que la chasse pour eux c'est culturel, ça fait partie de leur ADN. Et nous, occidentaux, quand on voit ça, on est un peu interloqué et on se dit, non, c'est mal, c'est pas bien de chasser le phoque, etc. Donc, on avait conclu un accord avec eux qui était le suivant, qui disait que voilà, on allait les suivre, on allait les filmer, mais pas des scènes de chasse. Par contre, ils pouvaient en parler, ils en ont parlé d'ailleurs, ils expliquent leur technique, comment ils chassent le beluga ou le narval, mais on ne montre pas l'acte de la chasse. Et moi personnellement, à titre personnel, je ne connaissais pas du tout les Inuits. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être le cas, ou peut-être quelques personnes peuvent connaître l'existence de ce peuple. Si vous deviez les décrire en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner
vos impressions, histoire de mieux faire connaître ce peuple qui pourrait demeurer inconnu pour certains? Alors il y a une phrase dans le film qui résume un petit peu la mentalité du peuple inuit et en tout cas de l'expérience aussi qu'on a vécue. C'est Daniel, qui est un jeune adolescent qui plonge à la fin avec mon frère et qui dit ceci. Ils disent "My mind is not rushing", c'est-à-dire mon esprit ne se précipite pas. Et ça, c'est typique de la culture inuite. C'est-à-dire qu'on observe, on prend le temps et on ne se précipite pas. Alors, des fois, oui, on peut être dans l'action, mais c'est vraiment ce que je garderai de cette expérience, c'est ça. Mon esprit ne se précipite pas et mon esprit a appris à ne pas se précipiter, à lâcher prise. Dans un monde aujourd'hui contemporain où nous, tout va très vite. Tout s'accélère, il faut tout de suite réagir, il faut tout de suite, même dans le cinéma, c'est monter cut toutes les 5 secondes. Donc on est dans une sorte de bouillonnement. On n'apprend plus le temps à observer, à se poser, à mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, 5 minutes, à discuter avec lui. Non, il faut toujours qu'on soit dans le speed. Et ça, c'est quelque chose, c'est une valeur que nous a transmis le peuple inuit qui me paraît importante, et en tout cas qui nous a touchés. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? Pour la dernière expédition, celle où a eu lieu le plus gros du tournage, on est resté 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. Et est-ce que on sait que là-bas au Canada, on parle un français un peu particulier et on parle également l'anglais. On voit votre frère parler anglais et également on voit les Inuits parler une langue qui pourrait être inconnue. Qu'est-ce que c'est cette langue? Est-ce que vous, par exemple, qui avez été avec eux, avec votre frère, vous avez appris quelques mots, vous savez parler cette langue? Est-ce que vous Alors pouvez en parler? Ouais. le Nunavut canadien, du coup, est anglophone, de par la colonisation du Canada. Donc on s'exprimait en anglais avec les Inuits. Après, les Inuits, ils ont leur propre langue. C'est l'Inuktitut. Et on tenait absolument à conserver cette langue dans le film. À un moment, on interviewe une grand-mère et elle parle en Inuktitut. Et ça, c'était extrêmement important pour nous parce que la langue, c'est aussi le symbole d'une culture. Alors bien sûr, on a appris quelques mots en Inuktitut. Et là, je peux vous donner un petit mot. Oui. Donc c'est merci. Ça se dit Royannami. Royannami. Voilà. D'accord. Et justement, pour parler de cette légende du narval, on a vu votre frère avec un blason qui est avec un caribou et un narval. Est-ce que vous pouvez le décrire pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Alors effectivement, dans le film, il y a une séquence où Andrew Kapik, qui est le dessinateur inuit, qui a été convoqué par les officiels pour dessiner le blason du Nunavut. Et sur le blason du Nunavut, il dessine 2 animaux, un narval, parce que c'est l'animal symbole du nord de l'Arctique, et un caribou. Tugalik, pour reprendre un peu d'Inuktitut, et Tuktuk, pour le caribou. Et donc ça, c'est pour lui un symbole culturel du monde inuit. Et c'était intéressant du coup d'en discuter avec lui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui motivait son dessin quand il a dû fournir le logo de ce territoire administrativement indépendant? Est-ce que vous pensez que le peuple inuit est un monde, on va dire un monde parallèle, un monde extérieur au monde auquel nous connaissons? Parce que ça peut paraître différent pour certains qui regardent ce film. C'est un monde différent, ça c'est sûr. Le peuple inuit, c'est un peuple qui a une énorme capacité d'adaptation. Il s'est toujours adapté. J'espère qu'il s'adaptera à l'avenir parce qu'on sait très bien que dans le Nord, dans le Grand Nord, le réchauffement climatique fait fondre la glace et donc ça va devenir un enjeu géopolitique très fort, ce passage du Nord-Ouest. En plus, il y a des hydrocarbures, il y a des mines de diamants. Et donc on espère que cette exploitation de l'Arctique, si elle a lieu, parce que là on commence à voir des Chinois qui viennent s'installer en Arctique, des Russes, etc., eh ben, elle ne va pas détruire cette culture. Parce qu'on oublie souvent quand on parle de réchauffement climatique, ce qui est une réalité, de parler du peuple qui vit dans ces régions-là. Oui. Voilà, justement, vous me précédez, c'est ce que j'allais vous demander. Vous pensez qu'à cause du réchauffement climatique qui ferait fondre la glace et élever le niveau des mers, vous pensez que ce peuple un jour pourrait aller dans le monde entier comme une diaspora, quelque chose? Il y a une migration potentielle qui peut être effectivement envisagée. Au départ, les Inuits sont un peuple de nomades. Là, ils sont sédentarisés par les Canadiens. Maintenant, on ne sait pas ce que va nous réserver l'avenir. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont... Et en tout cas, le film, c'est un peu aussi ça. Pour ça qu'on l'a fait, pour à la fois les révéler et à la fois garder
comme une sorte d'écrin prisonnier dans la glace, qui va peut-être disparaître avec le réchauffement, mais un témoignage de cette culture, si elle est amenée à disparaître, ce que je n'espère pas bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple inuit est un peuple qui est ouvert aux nouvelles technologies, Facebook, Twitter, etc. Ah oui, oui, complètement. Donc tous les enfants, ils ont des téléphones portables, ils ont Facebook. Là, moi, je communique à peu près toutes les semaines avec les Inuits sur Facebook, hein. Donc Messenger, ils envoient des petites vidéos. Oui, c'est un peuple qui est connecté, hein. C'est un peuple moderne. Ils ne vivent plus dans des igloos, hein. Donc ils ont des maisons, ils ont des skidoo. Les chiens de traîneau, c'est juste du folklore maintenant, quasi. Mais c'est des adolescents, pour les jeunes qu'on a rencontrés, comme les adolescents de France, hyper connectés. Vous avez l'espoir de les revoir peut-être en France? Alors il y a deux choses. Il y a une exposition qu'on va essayer de réaliser à la Cité de la Mer à Cherbourg, où on espère pouvoir les inviter, en tout cas les artistes inuits, à venir présenter leur travail, ce qui serait chouette. Et puis on a un projet de création avec Andrew Capic notamment et Edmond Baudouin qui a fait les dessins du film. Et on pense, si tout va bien, partir cet été là-bas pour créer ce projet et le construire avec eux. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie encore d'avoir répondu à mes questions. C'était en tout cas un documentaire très intéressant. Voilà, c'était Sami Torki en direct pour Kaina TV. Eh ben, Rouyan Nami, Sami. Rouyan Nami, à vous aussi.